Nous sommes le 3 août 2023 et cette date marque notre 119e webinaire. Merci à ces milliers de journalistes qui assistent chaque semaine à nos ateliers en ligne. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette seconde édition de notre webinaire sur le thème « Journalistes et médias, comment bénéficier du soutien des organisations ». Le 20 juillet, nous avons accueilli pour cette même thématique 4 organisations, la Fondation Hirondelle, la cellule Norbert Zongo pour l'investigation, le site d'information Mongabé et aussi l'organisation Internews. Aujourd'hui, nous recevons M. Jocelyne Grange, qui est le directeur Afrique de CFI, l'Agence française de développement média, qui agit pour favoriser le développement des médias en Afrique, dans le monde arabe et en Asie du Sud-Est. Ce webinaire est à la fois une opportunité pour découvrir les opportunités, les offres de formation qu'offre le CFI aux journalistes, ses programmes, ses domaines d'intervention et comment en bénéficier. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent et qui me découvrent pour la première fois. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum de reportage sur les crises mondiales qui organise ce webinaire. C'est un forum du Centre international pour les journalistes CFJ qui est basé à Washington, que nous avons lancé en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais, et qui compte aujourd'hui plus de 15 000 journalistes du monde entier. Ce webinaire se veut interactif, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de poser vos questions à notre invité. C'est un plaisir et un honneur pour nous de vous recevoir, M. Grange. Bonjour, merci pour votre invitation. Je suis vraiment ravi de pouvoir contribuer à ce beau projet. Comment vous allez? Je vais bien, j'irai encore mieux demain soir, parce que demain soir, je serai en congé pour mes congés annuels. Donc aujourd'hui, c'est mon avant-dernière journée de travail, donc je vais Nous avons presque donc, bien. ouais, On arrive en fin d'année, il est temps de prendre un peu de de se repos. reposer, ouais, de recharger les batteries. En tout cas, bon congé à vous et merci surtout d'avoir accepté notre invitation à la veille de votre départ en congé. Ancien journaliste de Radio France Internationale, M. Grange a dirigé au cours de la dernière décennie différents programmes de renforcement des médias en Afrique avec l'Union européenne et des opérations de développement anglo-saxonnes. Il est actuellement directeur Afrique de CFI. Dites-nous, quel est le plus grand challenge auquel on fait face lorsqu'on est directeur Afrique de CFI? Oh là, le plus grand, il y en a tellement. Il y a beaucoup de très, très grands challenges. Bah, le premier, alors en ce moment, c'est de s'adapter à une situation, un environnement politique qui est très, très volatile, qui a énorme alors ces derniers jours, par exemple, les événements au Niger, mais l'année dernière au Burkina Faso et l'année précédente au Mali, qui ont nécessairement un impact à la fois sur, la façon dont les journalistes peuvent travailler, mais aussi un impact sur la façon dont nous pouvons les appuyer. Donc ça, c'est au quotidien, c'est vraiment un très grand défi. Après, il y a, les défis qui sont plus structurels, qui sont ceux de toujours attirer l'attention des grands bailleurs internationaux sur l'importance de soutenir le secteur des médias dans la politique d'appui au développement. Après, il y a des enjeux plus quotidiens qui sont de gérer une équipe, ses difficultés, de toujours maintenir l'engagement au niveau auquel il doit être quand on travaille dans ce contexte-là. Voilà, mais quels que soient les défis, ça reste quand même, de façon générale, un très grand plaisir, un très grand bonheur de travailler dans cet environnement-là. Lorsqu'il y a de ces crises comme celle qui arrive actuellement au Niger, est-ce que vous mettez stop à vos projets, mais vous mettez, c'est une pause pour vos activités ou vous continuez comme? Alors ça dépend. On va prendre deux facteurs en considération. Le premier, et c'est vraiment le premier auquel on réfléchit, c'est la sécurité. La sécurité des personnes qu'on peut éventuellement déployer sur le terrain pour accompagner la mise en œuvre des projets, mais la sécurité aussi des journalistes eux-mêmes, et des organisations médiatiques qu'on appuie. Donc ce qu'on va faire, immédiatement dès qu'il y a une crise, c'est les contacter, leur savoir comprendre comment eux perçoivent la situation, perçoivent le risque pour eux-mêmes ou pour leurs journalistes quand on contacte un média. Et puis, en fonction de ce qu'ils nous diront,
on décidera de suspendre l'ensemble de nos activités ou d'en suspendre une partie ou de ne pas les suspendre du tout. Après, il y a un deuxième élément qu'on doit prendre en considération, c'est la volonté du bailleur, hem, qui paye. Donc il y a aussi un droit de regard sur la façon dont on mène le projet au quotidien et qui, lui, pourra estimer à un moment que les conditions de sécurité ne sont pas réunies ou ça peut être aussi un positionnement politique. On peut avoir un bailleur qui dit: «Bon voilà, s'il y a un putsch militaire, nous, il est, important par la suspension de nos activités, qu'on montre qu'on est engagé, auprès du président destitué». Alors je pense au Niger, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de pays qui ont eu cette position-là. Donc voilà, c'est les 2 grands les 2 principaux éléments qu'on prend en considération. Le premier étant, d'abord et avant tout la sécurité et le souhait des bénéficiaires et partenaires qui sont déployés sur le terrain. Les 11, 12 et 13 juillet, sur l'initiative de votre agence, 300 journalistes et activistes de l'information de 45 pays se sont retrouvés à Paris pour le Forum Média Développement. J'imagine que vous étiez super occupé, chargé durant l'organisation de ce forum. Ah oui, j'étais très chargé, mais plutôt, bien chargé, c'est-à-dire, avec le bon côté, la possibilité de pouvoir rencontrer physiquement un grand nombre de personnes que je n'avais pu rencontrer jusque-là qu'en visioconférence, puisque je suis arrivé à CFI en 2020 en plein confinement Covid. La possibilité de les rencontrer aussi, plus confortablement qu'en visio. Alors visio, c'est bien, je trouve, parce que ça permet de se parler plus régulièrement, ça permet de mieux prendre en compte les enjeux du changement climatique, de se dire que bon, voilà, quand on fait un voyage à longue distance, il faut vraiment qu'il soit justifié. Enfin, ça remplace pas le contact, direct, Ouais. physique. On peut se dire beaucoup plus de choses et puis on peut résoudre beaucoup plus vite, des petits problèmes qu'on ne prendrait pas le temps d'évoquer en visio parce qu'on est loin et qu'on se dit qu'on va déranger et cetera et cetera. De partager des idées, de partager des idées de projets ou simplement de discuter de différentes thématiques qui sont liées à notre travail quotidien. Et c'est toujours très enrichissant. Puis c'est aussi un moment de convivialité, aller au restaurant, boire un verre, pouvoir parler aussi d'autres choses, découvrir comment les gens vivent en dehors de leur travail. Donc un moment, qu'on ne pourra pas répéter chaque année parce que ça reste quand même, une grosse organisation, mais je pense que c'est important, ponctuellement de se retrouver. Nous on se perçoit comme une communauté de médias, de journalistes, qui avant d'être, togolais, français, azerbaïdjanais ou indonésiens est d'abord avant tout une communauté de journalistes. On a besoin de se retrouver pour se retrouver entre nous et sentir que même quand on est éloigné par la distance, on reste malgré tout, ensemble du point de vue des valeurs et des objectifs de notre travail. En préparant ce webinaire, j'ai demandé aux confrères membres de notre forum de me soumettre leurs questions. J'ai reçu quelques-unes via WhatsApp. Celle-ci, c'est la première et elle concerne justement ce forum que vous venez d'organiser. La question, elle est celle-ci. Quels sont les critères de sélection pour les journalistes qui souhaitent participer à ces forums que vous organisez? Alors, le forum que nous avons organisé au mois de juillet est un forum d'un certain type qu'on organise une fois tous les 4 ans. En général, il y a pas de procédure de sélection, c'est plus une sélection qu'on fait en interne par rapport au quota de places qu'on peut assurer par rapport au budget qu'on a pour le forum, par rapport au nombre de personnes qu'on souhaite, inviter par région d'intervention. Là, on sera plutôt sur des gens dont on dira qu'ils font partie du premier cercle de la communauté. Ça peut être des partenaires, au développement. J'en cite quelques-uns, l'UNALPHA au Burkina ou la Media Foundation for West Africa au Ghana, Africa Tchèque avec qui on travaille beaucoup. Des gens avec qui on co-met en œuvre les projets, des personnes expertes aussi qui travaillent régulièrement avec nous. En général, pour ne citer que le cas de l'Afrique subsaharienne, où à peu près 90% des personnes expertes qu'on prend pour faire de la formation, de l'appui à la production, du coaching et cetera, viennent d'Afrique. Donc c'est parmi, ces gens-là aussi c'est ces gens-là aussi qu'on va privilégier pour le forum, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de choses à dire,
qui sont aussi capables d'être le porte-voix d'une communauté africaine beaucoup plus élargie, puisqu'ils les rencontrent pendant les formations, etc. Et puis après, on va aussi, on a peut avoir des bénéficiaires qui sont particulièrement méritants, c'est-à-dire des gens dont on a pu mesurer un niveau d'engagement dans les projets qui allait un peu au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Et alors l'idée, c'est pas de se dire, bon, on récompense les gens qui s'engagent beaucoup, c'est de se dire, bon, voilà, il y a des gens qui s'engagent beaucoup et on peut le voir objectivement, donc on estime qu'ils ont une place naturelle dans un forum où on va être destiné à parler du présent, mais aussi de l'avenir. Après, Ce on a forum, d'autres types de forums qui sont plus des forums thématiques, qui sont organisés dans le cadre des projets. À ce moment-là, la sélection se fait aussi naturellement. C'est en général les médias qui ont candidaté à ces projets et qui ont été acceptés pour ces projets, qui vont participer à ces projets en envoyant des journalistes. Mais aussi, on peut élargir à d'autres parties prenantes. Tout dépend du lieu où se déroule le forum, de la thématique du forum. à l'instar de ce forum que nous venons d'évoquer, est-ce que vous pouvez nous parler des projets, des programmes, des séries d'activités, des séries de projets que développe le CFI en faveur des journalistes? Ouais. Alors, CFI ne fait que des projets en faveur des journalistes et des médias. C'est notre mandat. Même si on a un petit peu élargi ces dernières années à ce qu'on appelle la civic tech, c'est-à-dire on prend le mot média pas au sens que journalisme, mais média vecteur de liberté d'expression, donc des gens qui font du blogging ou des gens qui font de la civic tech, comment on utilise les outils numériques pour porter un projet citoyen. Mais ça reste quand même que 5-10% de notre activité, 90% de notre activité est dirigée vers le soutien aux médias. Aujourd'hui, on a un portefeuille d'une vingtaine de projets, ce qui est assez considérable par rapport à la taille de nos projets, puisqu'on est dans une période de très forte croissance. L'année dernière, à la même époque, on avait 12 ou 13 projets. Donc, on grandit très vite. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a un retour de la guerre, non plus seulement dans certaines régions du monde, mais dans toutes les régions du monde, avec un intérêt de nouveau accru pour ce qu'est une information et pourquoi une information, c'est important pour éviter un conflit ou le résoudre. On a alors, notre objectif principal, qui l'emporte sur tous les autres, mais qui est assez classique d'un opérateur de développement média, c'est d'aider les secteurs médiatiques des pays dans lesquels on intervient à être des contre-pouvoirs efficaces dans un système démocratique. On travaille aussi beaucoup sur la notion de comment les médias peuvent porter les messages du développement. On a 4 thématiques d'intervention prioritaires. La première, non 5. La première, c'est la gouvernance démocratique. La deuxième, c'est stabilisation des zones de crise. La troisième, c'est lutte contre la désinformation. La quatrième, l'égalité homme-femme. Et la cinquième, les médias en tant qu'outil de lutte contre le changement climatique. Et on intervient alors en Afrique subsaharienne. Là, je vous parlais uniquement de l'Afrique subsaharienne, hein, pas du reste du monde. Donc la vingtaine de projets Afrique subsaharienne aujourd'hui se répartit entre, je dirais qu'il y a une moitié en Afrique de l'Ouest, dans lequel j'inclus l'Afrique de l'Ouest au sens CEDEAO, 30% Afrique centrale et 20% Afrique orientale, Afrique australe. Donc on a quand même encore un très gros prisme Afrique francophone, qui représente à peu près 80% du projet, mais de plus en plus, on intervient aussi dans les pays lusophones et dans les pays anglophones. Et quels sont vos projets actuellement encore, à part le projet Desinfo, le projet aussi Terra Africa? Ouais. Quels sont vos projets actuellement, les projets Alors, actuellement encore pour ouais. les journalistes Alors, qui nous suivent actuellement et qui voudraient peut-être après ouais. ce webinaire chercher à savoir comment bénéficier? Ouais. Alors, Desinfox, c'est plus qu'un projet, c'est un programme. On a plusieurs Desinfox. On a un Desinfox Afrique qui est axé sur le fact-checking. On lance le mois prochain un Desinfox Jeunesse qui est plutôt axé sur l'éducation aux médias et l'utilisation du dessin de presse comme outil de lutte contre la désinformation. On a après des Desinfox par pays, Desinfox Tchad, etc., etc. On a effectivement le projet Terra Africa qui est en Afrique de l'Ouest et qui regroupe 3 pays lusophones et 2 pays francophones. Ça, c'est un point sur lequel j'attache beaucoup d'importance, l'idée que c'est ce que j'essaye d'amener depuis mon arrivée, l'idée qu'il faut arrêter d'avoir des projets
qui regroupe des pays qui ont la même langue officielle et qu'il est important aussi d'avoir des projets qui intègrent des pays qui ont des langues officielles différentes. Par exemple, on a un projet sur l'égalité hommes-femmes dans les médias que nous avons lancé au début de l'année, qui regroupe la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont quand même 2 pays frontaliers, qui ont quand même beaucoup de choses en commun. Et il ne faut pas que le fait que dans un pays, la langue officielle soit le français et dans l'autre, la langue officielle soit le pays anglais, nous conduisent à ne pas organiser des projets qui leur permettent de se rencontrer. Surtout qu'aujourd'hui, avec la traduction simultanée, on peut dépasser beaucoup de choses et travailler ensemble. On a aussi, alors on a un très gros projet qui est notre plus gros projet, qui s'appelle Média Sahel, alors qui était jusqu'à l'année dernière déployé au Burkina Faso, au Mali et au Niger, qui depuis le mois de novembre dernier n'est plus qu'au Burkina et au Niger. Et j'espère que nous pourrons encore le continuer au Niger, mais pour l'instant qui n'est plus qu'au Burkina. Et nous avons un Média Sahel 2 qui va prendre le relais, qui sera déployé aussi au Tchad, au Togo, au Bénin et peut-être au Ghana également. Là, c'est un très gros projet qui est axé sur comment les médias peuvent permettre aux jeunes de participer davantage au débat public, comment les médias peuvent prendre davantage en compte les préoccupations spécifiques des jeunes. On est quand même dans des pays où la jeunesse représente plus de la moitié de la population, beaucoup plus même dans certains cas. Donc il est normal qu'elle ait une présence proportionnée dans les médias. On en a beaucoup d'autres. Au Cameroun, on a un projet qui s'appelle TalkPay. Alors, on l'a appelé TalkPay parce que c'est un projet qui est à la fois pour les médias francophones et anglophones. Donc, on ne voulait pas faire de jaloux sur la langue. Donc, on s'est dit, c'est par l'épice ou TalkPay. TalkPay, ça sonnait mieux. On a aussi un projet qui s'appelle Afrikibarou, qui est axé sur la sensibilisation aux objectifs du développement durable. Je pourrais vous les citer tous, mais ça prendrait peut-être un peu trop de temps. Et dites-nous, comment CFI collabore avec les médias locaux qui vous aident, par exemple, à identifier peut-être des besoins ou à choisir des journalistes, à proposer des journalistes? Comment vous choisissez ces Ouais. médias avec lesquels vous travaillez? Alors, on a deux types de partenaires en Afrique. On a des partenaires de mise en œuvre du projet, c'est-à-dire des organisations qui sont capables de gérer des subventions et d'organiser des activités, comme la Media Foundation for West Africa, par exemple, ou Africa Check. Donc là, on va co-construire le projet avec eux, toujours. On ne construit jamais les projets tout seul, hein, on co-construit toujours avec des partenaires africains. Et une fois que le projet est lancé, ensuite, on sélectionne les bénéficiaires. Donc là, les partenaires, ce sera plutôt les médias. En général, nos projets s'adressent plus aux médias qu'aux journalistes. À la fin, ils s'adressent aux journalistes, mais on va sélectionner des médias qui, eux, sélectionneront ensuite des journalistes et les désigneront pour participer aux activités. Dans quelques cas, on va lancer les appels à candidature sur des journalistes en tant que personne, mais la plupart des appels à candidature qu'on lance, c'est des médias. Donc, un appel à candidature, c'est au début du projet, on est sur des logiques de projets structurants, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. C'est-à-dire qu'on va accompagner vraiment un média sur la très longue durée avec un cursus qui couvre à la fois le renforcement des capacités des journalistes, mais ça peut être aussi le personnel technique. On inclut toujours aussi le management des médias, parce qu'on a bien conscience qu'en Afrique comme ailleurs, l'argent est quand même le nerf de la guerre pour un média. S'il veut conserver ses meilleurs journalistes, il faut qu'il puisse les payer. Donc ce qu'on fait, on lance des appels à candidature. En général, sur un projet, on ne va pas chercher à soutenir une trop grande quantité de médias. On va plutôt miser sur la qualité de l'appui qu'on lui fournit. C'est-à-dire, vaut mieux s'adresser à moins de médias, mais vraiment les renforcer, avec l'idée que ça peut faire effet de levier dans le pays, médias exemplaires, donc ça va tirer un petit peu tout le monde vers le haut, plutôt que de rassembler énormément de médias, énormément de journalistes, et puis de faire du saupoudrage dont personne à la fin ne retiendra beaucoup de choses. Donc on va faire des appels candidatures où on dira par exemple, là, voilà, pour ce projet, on sélectionne 6 médias dans un pays. Et pour faire la sélection, on demande aux médias, de nous rédiger un projet éditorial, pas trop long, hein, 2 pages. Le projet éditorial, c'est, vous, médias, par rapport à la thématique du projet, par rapport au cursus qu'on propose,
comment vous comptez capitaliser dessus pour changer, améliorer votre ligne éditoriale, c'est-à-dire pourquoi faire? Pourquoi vous voulez bénéficier de cet appui? Ensuite, on leur demande de pré-identifier à l'intérieur de leur rédaction ou de leur personnel technique, par exemple, quand on travaille aussi sur la technique, des personnes avec leur CV, pour voir si le CV des personnes est aussi en adéquation avec les objectifs du renforcement de capacité. Et on leur demande aussi toujours de nous présenter un peu quel est leur modèle de viabilité économique. Alors, même s'il n'est pas totalement abouti, il faut quand même qu'on sente qu'il y a une réflexion là-dessus. On est un opérateur de développement média. Dans le développement média, il y a média, mais il y a aussi développement. Et la mission de développement, c'est d'autonomiser des institutions locales pour qu'elles aient, c'est ce que je dis souvent à mes équipes, notre objectif, c'est quand même d'être inutile le plus rapidement possible. Et puis, quand on sera inutile, nous, on fera autre chose, et puis ça vaudra que mission accomplie. Donc, on demande toujours ça. Donc, les gens candidatent, enfin, les médias candidatent, on a une plateforme de candidature en ligne où il y a tous les projets avec tous les appels à candidature. Puis après, on fait un jury. En général, dans le jury, on a toujours 3 personnes. On a un représentant du partenaire africain, l'organisation avec laquelle on met le projet en œuvre, une personne experte qu'on utilise en général comme formateur, formatrice dans nos projets. Si c'est l'Afrique, on va prendre une personne africaine, et puis quelqu'un de CFI. Et puis ensuite, il y a un jury avec des notes. Et puis les 6 meilleurs gagnent et on les informe. Pour nous, c'est très, très important de fonctionner comme ça pour 2 raisons. La première, comme je vous l'ai dit, parce que c'est important dès le départ de la candidature, que le média s'engage dans le projet. Donc, écrire un projet éditorial, c'est une forme d'engagement. Parce que moi, je pense que parfois, dans les projets de développement média, on oublie une chose. On dit que le média est le bénéficiaire direct du financement. Mais ce n'est pas le bénéficiaire final. Le bénéficiaire final, c'est le public. Donc, ça veut dire que le bénéficiaire direct, c'est aussi un partenaire au développement. Il a une responsabilité. S'il reçoit une partie de l'aide publique au développement qui est destinée au public, il faut qu'il produise. Il faut qu'il produise des contenus pour que le public bénéficie de… Donc, c'est une façon de fixer un peu le périmètre des responsabilités de chacun. Vous êtes candidat à un projet d'appui, vous bénéficiez d'un appui, mais vous n'êtes qu'un rouage. Derrière, vous avez une responsabilité. Votre responsabilité, c'est de transformer cet appui en des contenus dont peuvent bénéficier le public. Et la deuxième raison pour laquelle on fonctionne par appel à candidature, c'est pour éviter l'accusation de copinage. Wow. C'est-à-dire, on choisirait nous-mêmes des médias parce qu'on les connaît bien, parce que c'est nos amis, ou parce qu'ils portent un agenda politique qui nous convient, etc., etc. Nous, on n'a pas d'agenda politique. Notre agenda, c'est le renforcement des médias. Donc, en faisant des appels à candidature, avec des critères, qui sont publics, hein. Après, on envoie à tout le monde les notations, etc., avec des recours possibles, on se prémunit aussi de ça. Voilà. Quelles sont les Pardon, j'étais un erreurs petit peu long. Oui, mais c'était bien en fait de fournir tous ces détails. Oui. Moi, qui m'intéresse, puisque je vois parmi ceux qui nous suivent actuellement des directeurs de médias, c'est tant que je connais, quelles sont par exemple les erreurs que vous constatez lorsque les journalistes participent ou poursuivent à vos appels à candidature? Quelles sont les erreurs courantes et quelles erreurs Les erreurs dans les dossiers de devraient candidature? éviter lorsqu'ils poursuivent? Alors, en général, c'est souvent alors, il y a erreur et qualité du dossier, hein, c'est deux choses différentes. Là, je parle simplement d'erreurs. En général, les erreurs, c'est les dossiers incomplets. C'est-à-dire, il manque le projet éditorial, ou il manque les CV. Mais on a, selon les pays, de manière générale, on n'a pas trop d'erreurs, hein. Le dossier de candidature n'est pas très compliqué, hein. C'est le projet éditorial, c'est juste une page, 2 Peut-être pages. devrais-je poser la question autrement. Sur quoi mettez-vous plus l'accent? Alors, dans nos appels à candidature, à la fin, on indique aussi aux médias la grille de notation. En général, ça peut varier d'un pays à l'autre ou d'un projet à l'autre, hein, mais de façon générale, je dirais qu'il y a 40%, c'est la qualité du projet éditorial,
40% la qualité des profils proposés pour les formations, les appuis à la production. Et puis, on aura 20% où là, on sera plus sur bon, quelle est la prise en compte de la viabilité économique aux médias dans la politique du média, quelle est sa politique en matière d'égalité homme-femme aussi. Est-ce qu'il y a aussi des femmes dans sa rédaction? Voilà, c'est des critères complémentaires. Mais les deux critères principaux, c'est un, la qualité du projet éditorial, deux, l'adéquation des profils de journalistes proposés pour les formations avec les objectifs de la formation. Chers participants et participants, nous sommes dans la seconde phase de ce webinaire, donc n'hésitez pas à soumettre vos questions. Pour ceux qui nous suivent via Zoom, envoyez vos questions dans la boîte de chat qui est en bas de votre écran, mais pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent dans le groupe privé du forum, n'hésitez pas à soumettre vos questions sous la vidéo en direct, dans les commentaires. Nous avons une question qui nous vient d'un journaliste de la RDC. À quand un autre projet de CFI en République démocratique du Congo? Alors, le plus tôt possible, j'espère. Alors, nous, on est un opérateur, on n'est pas un bailleur. Donc, on ne peut être opérateur que dans la mesure où un bailleur nous donne de l'argent pour faire un projet. Donc, on dépend des opportunités qui sont données par les bailleurs. On guette en RDC les instruments de financement auxquels on est éligible. On a un très gros concurrent RDC qui s'appelle Internews, qui a un bureau depuis longtemps à Kinshasa, donc parce qu'il est présent, on capte beaucoup de financement. Néanmoins, on a d'autres possibilités aussi. Je pense qu'on va, dans les 2 ans à venir, on va construire un projet d'ampleur en RDC. C'est-à-dire que la RDC est un très, très grand pays. Il y a même plusieurs pays dans le pays. Je pense qu'il faut, pour y faire quelque chose de bien, il faut être bien préparé, avoir des bons partenaires. Donc, il vaut mieux préparer les choses progressivement plutôt qu'aller trop vite. Mais c'est alors d'autant plus quand on est une agence francophone, on peut pas faire l'économie de ne pas travailler dans le plus grand pays francophone du monde. Je crois que la RDC est aujourd'hui le plus grand pays francophone du monde. Donc oui, très bientôt, très bientôt. Alors on a quand même des petites choses qui se font en RDC dans les projets multi-pays où la RDC n'est pas le seul bénéficiaire du projet. Mais je pense que là, enfin je pense pas, nous travaillons à la construction d'un projet pays vraiment RDC dans les 2 prochaines années. Une autre question d'un journaliste. Cette fois-ci, nous quittons la RDC pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Avez-vous actuellement des projets en cours en Côte d'Ivoire? Oui, alors pour le coup, en Côte d'Ivoire, oui, on en a un certain nombre. On a un projet qui s'appelle À voix égales, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, sur l'égalité homme-femme. C'est comment le journalisme sensible aux gens et comment améliorer la position des femmes à l'intérieur des médias avec le Ghana. On vient de sélectionner les médias. L'appel à candidature a été publié au mois de juin dernier. On a ce projet-là. On a le projet Désinfox Jeunesse que nous lançons au mois de septembre, dans lequel la Côte d'Ivoire est comprise. C'est Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina Faso et Centrafrique sur l'éducation aux médias avec les dessinateurs de presse. On sait que les dessinateurs de presse, c'est un impact considérable en Afrique francophone. La Côte d'Ivoire est bénéficiaire aussi du projet Terra Africa, sur la lutte contre le changement climatique. Et je dois en oublier. Et oui, le programme d'appui au gouvernement ouvert francophone, PAGOF, où là on fait du journalisme de données. On lancera bientôt un appel à candidature pour le PAGOF, je pense cet hiver. Là, on va recruter les personnes formatrices, parce qu'on recrute aussi les personnes formatrices par appel à candidature. Et l'appel à candidature pour les médias au PAGOF, oui, c'est cet hiver. Voilà. Il faudra surveiller la plateforme d'appel à candidature. La Côte d'Ivoire est gâtée.
Une autre question du journaliste Olivier. Est-ce que les médias peuvent venir avec leur projet ou il faut attendre l'appel à candidature? C'est-à-dire, si un média est un porteur d'un projet, est-ce qu'il peut contacter directement le CFI ou doit-il attendre un appel à candidature pour s'y lancer? Alors, plutôt attendre un appel à candidature parce que, si on ouvrait la possibilité à un média d'avoir son propre projet, on serait submergé de demandes et on serait dans l'incapacité de pouvoir, répondre à tout le monde. Donc on il faut attendre un projet avec un appel à candidature. Néanmoins, on a une réflexion sur sur un système qui permettrait quand même de répondre à certaines demandes spécifiques de médias, qui pourrait être un projet annuel qui serait reconduit chaque année avec une enveloppe, dédiée dès le début de l'année et puis un système de sélection au début de l'année des projets, qui nous paraîtront les plus pertinents. Voilà. Une autre question d'un journaliste basé au Mali. Je voulais Mmh, savoir si vous financez des projets liés à la santé. Je suis pas plutôt au Mali, au Burkina Faso, et notre média traite exclusivement des questions de santé. mmh. Alors, c'est une question du Mali ou du Burkina Faso? Autant pour moi, du Burkina Faso plutôt, Du et non Burkina du Faso. Mali. Alors on n'a pas pour l'instant de projet qui soit spécifiquement, dédié à la santé. On en a eu, au Burkina Faso au moment du covid, qui était intégré à notre projet Média Sahel. On a eu pendant 1 an un projet, lié au système de santé de façon générale au-delà du covid. Mais potentiellement, c'est le genre de projet qu'on peut tout à fait, porter à un moment s'il y a un intérêt d'un bailleur. Encore une fois, nous on dépend beaucoup des bailleurs. Union européenne, Agence française de développement, USAID, et voilà, si à un moment, eux, on décide que, dans leur programmation sur, l'appui à la santé, il faut qu'il y ait aussi de la sensibilisation par les médias, ils vont publier un appel à candidature pour les opérateurs auxquels on voilà. Malheureusement, nous aimerions aussi être une banque, mais Nous recevons énormément de questions. La question de Raymond, peut-on encore postuler pour le projet à voix égale? En outre, existe-t-il des liens qui permettent de postuler à vos différents projets? alors, à voix égale, non, parce que la sélection a été faite. Si vous allez, sur le site internet de CFI, c'est très facile de se souvenir, c'est cfi.fr, www.cfi.fr. Quand vous y allez, heu tout en haut de la page, vous avez un petit onglet «Les autres sites», vous cliquez dessus et vous verrez qu'il y a, un onglet qui indique «Plateforme d'appel à candidature». Vous cliquez sur «Plateforme d'appel à candidature» et vous avez tous les appels à candidature, en cours, de même que ceux qui sont terminés, pour avoir un historique. Voilà. Donc cfi.fr, l'onglet sur les autres sites et ensuite, plateforme d'appel à candidature. Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous êtes confrontés lorsqu'il s'agit aussi de soutenir les médias ou les journalistes en Afrique? Alors là, c'est une question qui est très difficile parce que les situations sont variables vraiment d'un pays à l'autre. Moi, j'ai toujours un peu de scepticisme quand je vois quelqu'un arriver ou je recrute quelqu'un, par exemple, responsable de projet qui me dit: «Je connais très bien l'Afrique». Je dis: «Oui, enfin l'Afrique, c'est grand quand même, parce que quand on arrive, dans l'Union européenne, entre un Irlandais et un Bulgare, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences de contexte». Donc on peut présumer qu'entre le Burundi et le Sénégal, par exemple, il y a autant de différences de Ouais. contexte. Donc ma réponse sera c'est pas de la langue de bois, hein, c'est juste ça dépend vraiment des pays. C'est pas toujours les mêmes problèmes qui se posent d'un pays à l'autre. Heu, alors après il y a peut-être quelque chose de commun, mais qui est lié au contexte économique. On sent bien dans beaucoup, beaucoup de pays africains,
un enjeu qui est, à mon avis, pas suffisamment pris en compte, c'est vraiment trouver des solutions pour rendre des médias viables, c'est-à-dire des médias qui ont la capacité de fournir un salaire à leurs journalistes, un salaire décent. Alors, un salaire à leurs journalistes pour éviter que les journalistes dépendent des per diem que lui donneront les organisations de la société civile qui veulent des couvertures médiatiques, parce que ça, c'est pas tout à fait du journalisme, hein. Aller couvrir un événement d'une ONG, bon, c'est pour le public, ça représente pas une énorme plus-value, hein, en termes d'information. Après, je peux comprendre que les journalistes y vont parce qu'ils ont besoin de se constituer un salaire. Mais bon, il faut quand même trouver le moyen à un moment qu'ils arrêtent d'aller dans ces événements qui sont pas très importants pour le public et qui se consacrent plutôt à des sujets plus importants, des enquêtes, etc. Mais pour ça, il faut que les médias soient capables de les payer. Important aussi qu'un média soit capable d'offrir à ses journalistes des plans de carrière, c'est-à-dire, pour les meilleurs, passer rédacteur ou rédactrice en chef adjointe ou ensuite rédacteur en chef, et cetera, et cetera. Donc ça suppose quand même que le média soit bien structuré, soit capable de générer de la ressource, et ensuite de redistribuer ses. Donc pour moi, c'est un peu en dehors de tous les défis qui peuvent se poser, qui sont liés au métier de journaliste lui-même, ou à ses entraves ou à son contexte politique ou sécuritaire qui peut être difficile d'un pays à l'autre. Il y a ce problème commun, qui n'est pas commun qu'à l'Afrique, hein. Le secteur médiatique de tous les pays, même des plus riches comme la Corée, le Japon, les États-Unis, sont fragiles par nature. Donc ils le sont d'autant plus dans des contextes économiques plus dégradés. Mais ça reste quand même un sujet vraiment très important, parce qu'autrement, on a vraiment l'impression qu'on recommence toujours le travail de zéro. Et vous, particulièrement en tant que directeur de CFI, comment voyez-vous l'avenir du journalisme? L'avenir du journalisme, en général, Oui, en général, pas forcément sur l'Afrique. je lui vois un avenir. D'abord, je lui vois un avenir. Très optimiste avec la percée aujourd'hui de l'intelligence artificielle, de la Oui, désinformation. alors, quand je dis je vois un avenir au journaliste, je ne dis pas quel avenir, je dis je lui vois un avenir. Après, les formes qu'il prendra, c'est difficile de le dire aujourd'hui. Bon, ce qu'on sait, c'est que le journalisme va cohabiter dans les décennies à venir et peut-être au-delà avec la profusion d'informations, la profusion de producteurs d'informations. Chaque personne active sur un réseau social est un producteur d'informations. Donc je pense que le journaliste progressivement va se réorienter vers quelque chose qui s'appelle la vérification. Alors pas forcément le fact-checking, hein, mais vraiment la garantie d'une information vérifiée. Je pense que c'est là qu'est sa niche, hein, je pense qu'il le distinguera des autres. C'est probablement un journaliste qui va beaucoup évoluer dans la pratique, effectivement, avec des outils tels que l'intelligence artificielle. Alors, Non. l'intelligence artificielle comme un problème, mais comme aussi une solution. C'est toute la difficulté avec les nouvelles technologies, c'est qu'elles sont à la fois une source de résolution des problèmes, mais de résolution des problèmes des problèmes qu'elles-mêmes génèrent. Mais donc un journaliste qui devra faire de plus en plus appel à l'agilité numérique, technologique. Mais ça, je pense que c'est pas le plus difficile, parce que les générations qui vont arriver vont être dès leur plus jeune âge, mais c'est déjà le cas, parce que moi j'ai 51 ans, c'est vrai que les 20 premières années de ma vie, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc je peux me dire que, bon, il m'a fallu un peu de temps mais tous les gens qui sont nés à partir des années 2000, ils sont nés avec les réseaux sociaux, donc ils ont Ouais. l'habitude donc pour moi, la difficulté, ça sera pas de rester de se mettre à jour avec les outils technologiques. Pour moi, la vraie difficulté, ça sera de toujours rester à jour des fondamentaux du journalisme, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Enfin, c'est toujours les mêmes, hein, la recherche de la vérité, la précision, la nuance dans le traitement de l'information, l'équilibre, la responsabilité sociale. On écrit quelque chose, on est regardé par les gens comme dépositaire d'une certaine vérité, puisqu'on a des outils qui nous permettent de dire à un moment que ce qu'on dit, c'est la vérité, c'est objectif. Et pour moi, ça sera le plus dur, c'est ne pas se laisser déborder par la technologie et par l'émotion de la profusion des informations sur les réseaux sociaux, et toujours rester arrimé sur ces principes
de base, mais qui sont les fondements. Comment devenir formateur de CFI? Alors, comment devenir formateur de CFI? Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a deux. Alors, je pense que pour être une personne formatrice à CFI, il faut d'abord, avoir exercé le journalisme. Il ne faut pas n'avoir fait que de la formation dans sa vie. Moi, je pense que la formation, c'est essentiellement de la transmission et du partage d'expériences. Nous, on fait de moins en moins de formations verticales où il y a quelqu'un qui a le savoir et qui transmet le savoir, parce que ça nourrit l'idée qu'il y aurait un savoir que quelqu'un détiendrait, alors que c'est pas le cas. Nous, on pense que le savoir, il est à l'intérieur de chaque personne et que finalement, la principale mission d'une formation, c'est de démontrer à la personne que la solution, elle est en lui et qu'elle vient pas de quelqu'un d'autre. Que ce qu'on fait est finalement assez simple. Ce qui est difficile, c'est de l'appliquer au quotidien. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit journaliste, qui a été journaliste. Il faut que ce soit quelqu'un qui alors pour l'Afrique, par exemple, on privilégie on donne la priorité aux Africains, puisque c'est eux qui connaissent quand même le mieux le contexte. C'est eux qui connaissent quand même le mieux le chemin qu'il faut prendre pour, que la formation soit efficace. Et puis je pense qu'il y a aussi un effet psychologique. Je sais pas moi, si, par exemple un Japonais vient en France et me fait de la formation sur, j'aurais toujours le réflexe de me dire: «Ah oui, mais ça c'est le Japon, c'est un contexte différent. Ce qui est possible là-bas, c'est pas possible chez moi». Et en Afrique, c'est pareil. S'il y a un Européen qui vient ou quelqu'un d'un autre continent, il peut toujours se dire: «Oui, mais enfin, là-bas, c'est autre chose», et alors que si j'ai quelqu'un qui est mon voisin, je me dis: «Bah, si lui, il le fait, si lui, il le comprend, bah, moi, je peux». Donc 2e chose, c'est que voilà, c'est quand même mieux d'être africain pour être formateur en Afrique. Et la 3e chose, c'est que, bah, après on a des modes de recrutement qui sont tout à fait transparents. Ça s'appelle la candidature. On publie sur nos sites des, heu, des annonces. On a aussi beaucoup de projets où on fait, on commence le projet par de la formation de personnes formatrices, et donc là, c'est des appels à candidature au niveau national, et une fois que ces personnes ont fait la formation, à ce moment-là, elles s'occupent du programme de formation pendant 2-3 ans dans le pays. Aujourd'hui, je sais pas, on doit avoir, là, aujourd'hui, une centaine de personnes qui, ce mois-ci, là, qui ont fait des formations. En Afrique, je dirais que 90 sont africaines. Il y a une question qui est posée sous la vidéo en direct sur Facebook, mais je ne pense pas que c'est l'occasion de répondre, mais je la lis quand même. Mon média RTI Info a participé au projet Veriforce et Desinforce, mais n'a pas été sélectionné pour le projet de vérification dans le Sahel. La question nous vient d'un journaliste de la Côte d'Ivoire, Frédéric Torbi. Quelles sont les raisons de cette non-sélection? Alors, je pense que ce dont parle la personne, c'est un réseau régional de fact-checking en Afrique francophone que nous soutenons. Alors là, en fait, il y a pas eu d'appel à candidature, pour 2 raisons. La première, c'est que, c'est un réseau qui n'existe pas encore. Donc c'est un réseau auquel n'importe quel média pourra adhérer, une fois que ce réseau aura défini ses procédures d'adhésion, ses objectifs, et cetera. Donc on n'avait pas d'appel à candidature à faire pour ça encore, puisque le réseau n'existe pas. Deuxièmement, pour nous, ça doit être un réseau africain, construit par des organisations africaines avec, les objectifs qu'il a envie de se donner. Nous, notre rôle ici, consiste simplement à fournir la possibilité à ce réseau d'exister et un appui technique et renforcement des capacités une fois qu'il sera constitué et s'il le souhaite. Donc la seule chose qui s'est passée sur ce réseau cette année, c'est qu'on a réuni une dizaine de personnes de 10 pays différents, pour qu'ils réfléchissent ensemble à une feuille de route pour la construction d'un réseau. Et on a procédé par cooptation. Alors pas nous-mêmes,
on a demandé à des organisations qui sont des médias qui ne font que du fact-checking en Afrique, de se réunir entre elles et de sélectionner 10 membres pour rédiger la feuille de route. La seule chose qu'on leur a dit, c'est il faut pas qu'on ait, plus d'un membre par pays, parce qu'au plus il y aura de pays qui seront représentés, au plus on aura de chances que le réseau soit régional. Donc, il y a, c'est ce projet-là, pour l'instant, ce n'est que rédiger une feuille de route pour définir quelles seront les procédures d'adhésion du réseau. Ensuite, ce sera le réseau qui décidera, par lui-même, des médias qui peuvent y appartenir, et cetera. Quels sont les prérequis. Voilà. Monsieur Frédéric, votre question a été répondue. Dites-nous, Monsieur Grange, vous mentionnez à chaque fois les organisations avec lesquelles vous travaillez ici en Afrique. Comment sélectionnez-vous aussi ces organisations? Est-ce qu'un porteur ou un dirigeant ou un président d'une organisation, quelqu'un peut vous contacter ou vous avez... comment choisissez-vous ces organisations avec lesquelles vous êtes souvent en partenariat? Bah, c'est un choix qui est guidé par l'intérêt bien compris de chacun. C'est-à-dire, si par exemple, demain en RDC, l'Union européenne publie un appel à candidature pour un montant de, je sais pas, 1 million d'euros, heu heu, on va essayer de trouver en RDC un partenaire qui a vocation à être co-demandeur de la subvention, c'est-à-dire une organisation qui est structurée, qui a déjà, fait des projets, et cetera, et cetera. On va s'associer avec eux, pour être co-demandeur et faire un partenariat de mise en œuvre. Après, il peut nous arriver de démarcher nous-mêmes dans un pays où on n'a pas encore de partenaire, on va chercher un partenaire pour un projet. Et il y a aussi des cas où et ça, c'est toujours le bienvenu, où des organisations des pays dans lesquels elles travaillent nous contactent pour nous dire: «Bah, voilà, nous, on est, aussi un opérateur dans notre pays. On aimerait, le moment venu, quand on aura l'opportunité de le faire, être candidat avec nous à un financement de l'Union européenne ou de l'Agence française de développement et pour co-construire un projet». Donc n'importe qui peut devenir partenaire de CFI pour développer un projet, à condition qu'il ait, l'expérience pour le faire et des idées aussi, bien sûr. Je suis Ézéchiel Kabongo depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je suis journaliste, formateur et gestionnaire des entreprises de prêt. J'aimerais savoir si vous accompagnez le média qui est focalisé sur l'éducation, entre autres l'enseignement et la jeunesse. Ma deuxième question, financez-vous aussi les différentes formations, formations en fact-checking, infodémie, infobésité? Merci. Mmh. Alors je vais répondre d'abord à la deuxième question. Nous, on finance rien. Nous, on met en œuvre, les financements des bailleurs. Donc ils nous octroient un financement pour qu'ensuite on mette en œuvre des projets. Donc oui, pour tout ce qui est, la 2e, c'est lutte contre la désinformation, non? Oui. Fact-checking, et cetera. On a un certain nombre de projets, pas encore en RDC, mais ça viendra. Et la 1re question, c'était sur l'éducation aux médias. Ouais. Alors Oui, 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 vous l'éducation, accompagnez l'éducation média, vous accompagnez des ouais. médias, voilà. Alors l'éducation aux médias devient un pan très, très, très important, de plus en plus important de nos programmes d'appui à la lutte contre la désinformation. Parce que c'est vraiment le remède, l'éducation aux médias. Les médias eux-mêmes peuvent contribuer à la lutte contre la désinformation, mais ne peuvent pas tout faire. La solution, bon, qui ne va pas éradiquer la désinformation, il y aura toujours la désinformation, mais qui peut la ramener à un niveau raisonnable, c'est que les gens qui utilisent les réseaux sociaux ou s'expriment en ligne soient éduqués sur les médias. Qu'est-ce que c'est une information? À quel moment on peut considérer qu'une information elle est à peu près fiable? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une hésitation par rapport à une information? On se dit: «Elle est pas très fiable, est-ce que je la republie ou au contraire, est-ce que je la republie pas? À qui je la...» Donc oui, l'éducation aux médias, on en fait de plus en plus. Le programme des Infox Jeunesse qu'on lance le mois prochain sur les 4 pays que j'évoquais tout à l'heure est un projet qui est axé sur l'éducation aux médias et on a aussi, l'éducation aux médias
dans un certain nombre de projets qu'on va lancer très bientôt au Congo et le Brazzaville. Je suis désolé. Avec l'Union européenne à partir de janvier, au Cameroun si on gagne l'appel à candidature de l'Union européenne auquel on a candidaté, et en Centrafrique aussi, avec un réseau de radios communautaires. Donc oui, l'éducation aux médias devient centrale. C'est mon avant-dernière question, Monsieur Grange. Que doivent savoir les journalistes au sujet de CFI? D'abord que l'agence existe, pour ceux qui ne le savaient pas jusque-là. Alors je pense qui peut éventuellement nous distinguer d'autres agences, bien que les agences fassent un peu le même travail, c'est que nous, par exemple, on ne fait jamais de formation sans appuyer la production. C'est-à-dire que quand un média est sélectionné pour un projet de 2, 3 ou 4 ans, il va bénéficier d'un certain nombre de formations, mais entre chaque formation, il aura une obligation de production. C'est-à-dire, vous faites une première formation d'une semaine, vous avez un certain nombre de contenus à produire en lien avec la formation pour votre média, pour le public, toujours cette idée que le bénéficiaire final, c'est le public, et ensuite vous participez aux autres formations. Donc jamais de formation sans appui à la production. L'appui à la production, on le fait par du coaching, de l'accompagnement individuel aux journalistes lorsqu'ils produisent des contenus. Il nous arrive aussi de faire de l'appui financier à de la production de ces journalistes sur des enquêtes un petit peu plus longues. Ça, je pense que c'est un point très important. Et le deuxième point important, c'est qu'on ne s'ingère jamais dans le contenu éditorial du contenu d'un journaliste. Ça, c'est vraiment une ligne rouge pour nous qu'on ne dépasse pas. C'est-à-dire que notre rôle, c'est un appui technique. Le contenu éditorial, c'est le journaliste, c'est le média qui en reste maître. La seule chose à laquelle on fait attention, c'est que les principes de l'éthique du journalisme soient respectés, de sorte que notre réputation en tant qu'organisation médiatique ne soit pas... Voilà. Quel type d'appui financier offrez-vous aux journalistes? Comment les médias bénéficient de ce type d'appui financier? Alors, on On sait que a deux... l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et Tout à fait, c'est... tout à fait. On a deux types d'appui financier. On a un appui financier aux médias et un appui financier individuel à des journalistes qui font partie des médias qu'on a pu sélectionner. Alors, les appuis financiers qu'on fait aux médias, c'est des relations contractuelles. Par exemple, on a un projet où le bailleur dit, voilà, je veux que dans le projet, il y ait du renforcement des capacités, mais je veux aussi qu'il y ait un impact direct sur le public, c'est-à-dire de la production de contenu qu'on peut diffuser. À ce moment-là, on va lancer un appel à candidature pour demander à un média de produire un certain nombre de contenus. Alors, on lui fixera la thématique, hein. Après, c'est lui qui remplit avec sa liberté éditoriale. Donc là, c'est très contractuel, c'est un contrat. Et puis, on a ensuite les appuis qu'on peut faire à des petites bourses de journalistes pour les aider dans la réalisation d'une enquête. Par exemple, je sais que pour notre prochain le PAGOF dont je vous parlais tout à l'heure, programme d'appui au gouvernement francophone, ouvert au programme gouvernement ouvert francophone, Open Government de Barack Obama, en Côte d'Ivoire, au Burkina et en Tunisie. Les journalistes qui seront sélectionnés devront produire à la fin une enquête en données ouvertes. À ce moment-là, ils recevront une bourse pour les aider à réaliser l'enquête. Voilà. Pour déplacement, tous les frais qu'on peut avoir quand on produit une enquête. C'est la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Grange, pour votre disponibilité, pour nous avoir fait découvrir un peu plus encore l'agence IFI, l'Agence française de développement média, qui agit en faveur du développement pour et par les médias dans les pays du Sud, en particulier en Afrique subsaharienne, en Méditerranée et aussi au Levant. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu au cours de cette session. Et pour les journalistes qui souhaiteraient avoir beaucoup plus d'informations, CFI.fr où vous avez vous pouvez découvrir les projets aussi qui sont en cours. Les appels à candidature sont souvent publiés sur ce site. Et n'hésitez pas à suivre aussi le CFI qui relaie sur les réseaux sociaux ces différentes activités. Merci surtout d'avoir accepté cette invitation. C'est
assez fort pour nous, sachant que demain, c'est la veille de votre départ en congé, mais vous avez accepté participer à cet échange avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Moi, je Glanville. vais vous féliciter d'abord pour cette initiative bon, je regrette pas du tout d'avoir participé, bien au contraire, parce qu'on n'a pas souvent alors, surtout quand on est dans ma position, de pouvoir parler directement et même si c'est par le biais de questions-réponses. Donc, je serai tout à fait disposé autant que vous le souhaitez à repartir, à me reprêter à l'exercice sur n'importe quelle thématique. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir dialoguer comme ça directement et bravo d'avoir créé ce canal. Merci beaucoup. Bon congé à vous et bonne fin Merci de beaucoup. journée Merci aux aussi. confrères qui nous suivent dans les pays d'Afrique francophone, en France, en Suisse ou au Québec. Au revoir et à la prochaine pour une prochaine édition.